Bonjour, bonsoir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et puis que, voilà, par ces temps de reconfinement, vous n'êtes pas trop désespérés, mais je vous vois tellement sur la route et partout, dans les grandes surfaces, ce sont elles qui ont le droit d'ouvrir. Je vous vois tellement partout que je me dis que ce deuxième confinement n'a pas dû vous affecter particulièrement. En tout cas, restez prudents, puisque c'est ce qu'on nous conseille. Et puis, ne perdez pas de vue que notre société est en crise, qu'il y a de plus en plus de pauvres, de gens seuls, malheureux, de suicidés, de personnes qui sont voilà à l'abandon affectif et tout ce que vous voulez, et qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles, mais aussi de la société. Ne restez pas planqués dans vos maisons, derrière vos télés, etc. Mêlez-vous aux luttes que certains des nôtres mènent courageusement et parfois très seuls parce que ils n'ont pas le soutien de la population. Et vous savez que dans les luttes qui sont menées actuellement dans notre pays et puis plus largement, nous avons besoin de tout le monde. Donc, mêlez-vous à ces luttes, interrogez-vous, intéressez-vous à ce qui se passe pour que les personnes qui dirigent notre société et qui imposent aussi leurs lois, leurs directives, se rendent bien compte que, bien non, la population est d'une manière générale, de manière collective, sensibilisée et qu'elle veille à ce que la justice s'applique, les réparations soient accordées pour les choses, les empoisonnements, pour l'esclavage, les crimes contre l'humanité, etc. Donc nous avons une multitude de combats qui mobilisent donc une petite poignée de gens chez nous. Donc ce que nous espérons, c'est que vous allez vous sentir concernés parce que quand nous aurons des résultats, quand nous allons les obtenir, ils seront pour la collectivité et non pas pour ceux qui se seront sacrifiés. Donc mettez-vous de la partie et puis battons-nous dans la dignité pour que notre dignité justement soit reconnue et préservée. Alors cet après-midi, je propose, puisque nous sommes au mois de décembre, je propose que nous fassions un bilan un peu de cette année qui a été, malgré le confinement, très violente pour nous, qui a été une succession d'événements aussi sur le plan de la justice, des situations qui ont impliqué nos jeunes, qui ont et amené justement des personnes qu'on n'entend jamais à les condamner en bloc et sans comprendre, sans chercher justement à se mêler de la condition, comprendre en tout cas la condition de ces personnes qui n'ont pas parfois d'autres moyens pour attirer l'attention de leurs élites ou de la société dominante de manière plus générale. Voilà. Donc on va faire un petit bilan. J'ai avec moi deux personnes que vous connaissez bien, qui sont très engagées, qui travaillent beaucoup à vous sensibiliser, qui ont déjà beaucoup donné, qui continuent à donner. Il s'agit donc de Madame Milka Valentin. Bonsoir Milka. Bonsoir Juliette et bonsoir les téléspectateurs. Voilà, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis Maître Monotuka, alors qui est vraiment un grand artisan de la cause de tous les Martiniquais persécutés, exposés à des violences parfois incompréhensibles. Voilà, donc nous allons vous parler aussi des combats qu'il mène. Bonsoir Maître Monotuka. Bonsoir Juliette, c'est avec plaisir en fait que j'ai accepté cette invitation. Merci donc d'avoir répondu à mon invitation. Et puis on va parler donc de combats que nous avons déjà menés ensemble. Je voulais juste vous dire, pour ceux qui n'aiment pas ou qui n'aiment pas ce que nous disons, qu'une société, elle est marquée par la diversité, qu'il y a des courants d'opinion dominants et qu'il y en a qui sont alternatifs. Alors, si vous voulez nous classer dans le courant alternatif, faites-le, mais j'entends que vous compreniez que la société n'appartient pas à une catégorie de gens et que cette catégorie n'a pas à imposer à l'ensemble de la société son point de vue. Donc, nous sommes là
peut-être en tant qu'alternative, si vous voulez, parce que nous, on ne se considère pas comme ça. On considère qu'on a le droit de réfléchir sur la façon qu'a notre société de se réguler et sur les rapports entre les groupes qui sont assez violents, mais de manière très hypocrite, très sournoise, et qui produisent d'ailleurs les effets que vous voyez. De plus en plus de gens sont expulsés de notre, du champ de la société globale, normale, entre guillemets, de plus en plus de pauvres, de plus en plus d'exclus, de plus en plus de maladies mentales. Ça signifie que la société va mal et il faut que vous ayez le réflexe de mettre en lien cette dégradation des personnes avec la façon de fonctionner de la société, puisque nous sommes des êtres sociaux. Donc voilà, si ce que nous disons vous paraît sortir de ce que vous avez l'habitude d'entendre ou ce que vous pensez, il faut juste vous contenter de vous dire que nous, ces personnes-là aussi, ont le droit de vous donner leur avis sur la façon dont la société est régulée, comme je vous le disais. Donc, cet après-midi, nous voulons faire un bilan de l'année. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais en premier lieu, nous voulons vous rappeler que nous sommes encore dans la décennie des personnes d'ascendance africaine qui a été promue par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, par l'Assemblée générale de l'ONU, et c'était une résolution 68/237 du 23 décembre 2013 sur laquelle nous nous sommes déjà exprimés, mais qui n'a pas eu d'écho dans notre société, incompréhensiblement. Comme si dans cette société, cette résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2014, qui faisait donc des afro-descendants, des personnes d'ascendance africaine, des personnes qui sont les plus défavorisées, les plus discriminées, les plus en échec social à cause des conditions dans lesquelles elles ont intégré ces sociétés et de la place qu'on leur fait ou de la place qu'on refuse de leur faire, etc. La preuve, regardez autour de vous, les défavorisés représentent effectivement en majorité cette catégorie de la population. Donc l'ONU a décrété, l'Assemblée générale de l'ONU a décrété cette résolution. Nous en avons parlé aux élus, nous avons demandé aux bibliothèques de nous permettre de venir en exposer le contenu à nos populations dans chaque commune, et nous avons eu une réponse de la mairie du Morne-Rouge, une réponse de la mairie du Saint-Esprit, une autorisation de l'Atrium dans la salle Casavant où nous avons présenté donc ce projet. Et plus personne, plus aucune mairie, plus aucun maire, plus aucun élu n'a accepté, ou aucun n'a accepté que nous parlions de cette décennie. Et c'est très curieux parce que il semblerait que les raisons sont que, voilà, on se sent pas d'essence africaine, on n'a pas de lien avec l'Afrique, ou bien que parler d'Afrique ici serait diviser la population, d'après ce que j'ai entendu une élue dire. Donc voilà, je vous demande donc à vous, Milka et Dominique, de dire comment vous voyez comment vous expliquez ce silence. Oui. Alors effectivement, cette mesure ou cette résolution qu'a prise l'ONU s'est faite après beaucoup d'agitation des afro-descendants, mais aussi de la diaspora américaine, caribéenne, et aussi des Africains. Depuis la rencontre de Durban. Exactement, depuis Durban. Voilà. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas une résolution qui a été prise comme ça, si on peut dire, par le bon vouloir de l'ONU, qui est quand même une institution qui régit les pays qui sont les plus souvent à l'origine de des problèmes que nous avons, qui sont impliqués dans les problèmes qu'ont les afro-descendants
en Amérique, notamment dans la Caraïbe. Ce qui veut donc dire que c'est la lutte, c'est le résultat d'une lutte acharnée par les afro-descendants. Enfin, c'est un terme que je n'aime pas trop, mais enfin par les personnes d'ascendance africaine. Et donc, c'est donc normalement, nous devrions nous sentir concernés en Martinique par cette problématique. Et pourtant, voilà, c'est passé comme une espèce de non-événement, hein, de non-événement. Et je pense que ce n'est pas innocent et ce n'est pas anodin. Puisque, bon, on sait très bien que dans la dynamique dans laquelle se trouve notre société, il y a une volonté d'éfacer, d'évincer la notion d'africanité, l'héritage aussi africain et le passé, l'héritage, et surtout de mettre sur notre existence une autre dénomination que nous connaissons bien, qui est la créolité, en nous faisant croire effectivement que tout ce que nous faisons, nous l'avons pratiquement appris dans la plantation. Sorti de la cale du bateau. Que nous sommes nés, il y en a même qui ont dit que nous étions nés dans la cale du bateau. Bon, enfin, ça, c'est quand même une grosse aberration. Voilà, c'est ça. Ce qui veut donc dire que, alors que nous pratiquons tous les jours l'Afrique, nous vivons en africain, eh bien, toute l'intelligentsia, toutes les personnes, même les personnes de la courante, de la vie civile, vous disent que bon, moi, je n'ai rien à voir avec l'Afrique. En plus, moi, je suis martiniquais, donc l'Afrique, afro-martiniquais même pas. Là, je suis caribéen, je suis tout ce qu'on veut, sauf revendiquer une part. Et pourtant, on pratique tous les jours la vie, on vit africaine, à l'africaine. Donc c'est quand même curieux. Les institutions sont blanches, mais les gens, les pratiques des Martiniquais ne sont pas des pratiques de Français de France. Absolument. Hein. Et ça nous vient d'où? Essentiellement de. Donc c'est ce paradoxe qui est quand même très surprenant, puisque les gens, quand même, dans leur vie quotidienne, se sentent mal. Se sentent mal à l'aise, sentent qu'il y a une espèce d'incohérence, une inadéquation, et puis bon, un conflit dans lequel on vit psychologiquement, identitairement, et puis donc, qui fait que on n'est pas bien dans sa peau. Donc, on se rejette tout compte fait. Et je crois que la démarche que nous avons faite, que nous faisons depuis déjà quand même une bonne quinzaine d'années, c'est de réhabiliter notre africanité en nous et qui devrait obtenir des échos dans la population, mais aussi des échos aussi dans les institutions, c'est-à-dire des institutions de proximité. Puisque bon, ce ne sont pas les institutions françaises qui vont prendre ça en charge. Ça ne devrait être que les institutions de proximité. Et malgré ça, même ces institutions de proximité n'en voient pas la nécessité. Donc il y a une incohérence et presque on dirait même un déni, c'est-à-dire un refus de s'impliquer. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça de la part des institutions, puisque bon, nous avons fait des démarches auprès des différentes mairies, des bibliothèques, etc. Et que tu viens de le dire, le bilan est plutôt vraiment très très bas. Et donc, je crois que on peut pas quand même laisser ces 4 années à venir, hein. On est en 2021, 2020, ça va se terminer en 2024, hein, cette décennie qui a commencé en 2014 et ça va s'achever en 2024. On peut pas laisser quand même ces 4 ans qui arrivent passer dans la même dynamique, dans la même indifférence. Eh bien, donc, je crois que justement cette émission-là peut-être devrait quand même, je suppose que toutes les instances politiques et toutes les institutions de proximité écoutent Zouk TV. Donc, ils sont au courant. Donc, on voudrait que, au moins pour l'année 2021, qu'il y ait, qu'on accorde une audience à cette décennie. Et je rappelle, pour ceux qui voudront aller chercher le texte sur Internet, qu'il s'agit de la résolution 68
237 68 237. Sur le site de l'UNESCO, vous allez trouver cette résolution et son nom, le thème de cette décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Donc ça concerne le monde entier et dans le détail qui est donné, la France est concernée au premier plan parce que la France a des colonies dans le monde entier. Elle ne fait pas cas, elle leur impose de manière totalement arbitraire sa culture en aveugle et elle détruit comme une espèce d'éléphant dans un jardin de porcelaine. Elle détruit les cultures locales et elle fait des espèces de ces personnes dont elle détruit la culture, des espèces de loques, parce que, comme tu le soulignais, les gens sont mal dans leur peau, et c'est vraiment le cas de le dire, mais ils n'ont pas d'alternative, ils n'ont pas de perspective, et quand ils sont au contact des Français, regardez ce qui se passe en ce moment, ils sont tabassés, traités de sales nègres, et la République, soi-disant, avec toute sa prétention d'englober et les nègres, les Chinois, les Indiens, les Blancs du monde, d'être universelle, elle n'arrive pas, j'allais dire, même à la cheville de sa promesse ou de sa prétention. Alors, voilà le thème de la décennie. C'est personnes d'ascendance africaine, considération, justice et développement. Justice, bon, on va en parler parce qu'on a vraiment des raisons d'interroger la justice. Et puis développement, parce que les personnes d'ascendance africaine et africaine dans le monde sont les plus pauvres sociologiquement, alors que au niveau de la possession des matières premières, du travail qu'elles font, ce sont celles qui travaillent le plus, qui produisent le plus de richesses. On a beau dire, on a beau faire, c'est une richesse qui se perd, qui est perdue pour eux, pour ces populations, parce qu'elles n'ont pas d'État institué où elles sont, où elles gèrent toutes ces richesses qu'elles produisent. Nous, notamment, nous produisons tout notre génie est au service de la France, qui utilise aussi notre jeunesse pour aller faire de sales guerres là où vous savez. Donc voilà, il y a des choses à interroger et il faut comprendre que si notre élite n'est pas en mesure d'assumer cette responsabilité, d'au moins faire une manifestation dans leur commune pour expliquer aux gens qu'ils ont des racines. Je sais que c'est cela qu'on ne veut pas, puisque la créolité nous a dit que nous pédit trace toute qualité racine. Mais les gens ont des racines et ils sont rattrapés. Nous sommes rattrapés par la réalité, par notre histoire. Donc, si vous ne le faites pas, au moins notre population aura entendu que cette résolution existe et nous lui demanderions donc d'aller se débrouiller toute seule, de chercher, de faire pression sur leurs édilités et d'exiger que voilà. Donc nous viendrons vous parler de parce que nous l'avons fait dans 3 endroits comme je vous l'ai signalé et tous les autres sont restés sourds et muets. Donc il y a une possibilité de venir vous expliquer. Alors pour ceux qui ont peur que la société précieuse dans laquelle nous vivons ne s'effondre parce que quelques nègres en mal d'identité viendraient rappeler que voilà, il y a une résolution de l'ONU. Ne vous inquiétez pas, plus mal que ça, notre société ne peut pas aller, à mon avis. Sauf si on continue à vivre dans les illusions. Voilà. Donc, je ne sais pas, Dominique, tu veux t'exprimer sur ce sujet ? Oui, alors, s'agissant de la décennie, dite des personnes d'ascendance africaine. Alors, je considère qu'il est important, s'agissant de cette résolution, qu'il soit clairement permis à ceux qui nous écoutent et à ceux qui ont déjà l'information de l'existence en fait de cette résolution, que ça soit clairement dit que ce qui est dénoncé dans cette résolution, c'est précisément une violence constatée par des experts à travers des rapports qui ont été rendus, des témoignages,
et qui ont permis de constater l'existence de cette violence systémique à l'encontre de qui? À l'encontre des Noirs, à l'encontre des dites personnes d'ascendance africaine. Là, c'est un constat. C'est un constat. C'est une réalité, c'est ça. C'est une réalité. Là, on parle en fait d'une violence systémique. Absolument. Et c'est pour cette raison que, dès lors, il convient de constater que ce qu'ils ont pu révéler, démontrer à travers les travaux de recherche les uns et des autres sur cette problématique-là, c'est que cette violence systémique ne s'arrête pas, je dirais, en Martinique, en Allemagne, au Canada, au Gabon, mais partout dans le monde, d'une manière générale. On trouve cette violence systémique partout dans le monde, y compris sur le continent africain. D'accord? Donc ça, c'est un constat. Donc il faut que les gens comprennent en fait qu'on n'est pas dans l'idéologie là. Voilà. C'est le fruit d'un travail de recherche. Oui, et puis c'est la conférence de Durban. Tout à fait. Qui a posé. Absolument. Oui. Voilà. Donc, nous avons là un fait objectif constaté. C'est cette violence systémique. Et lorsqu'on parle de violence systémique, on parle, en l'occurrence, ici, de racisme institutionnel à l'encontre des Noirs. Voilà. Du racisme. D'un peuple en particulier. Oui, d'un peuple en particulier. Il faut bien comprendre ça. Oui. Donc, autrement dit, ce qui est dit là, à travers cette résolution, et qui est constaté, c'est que dans le monde entier, d'une manière générale, les sociétés, l'ordonnancement juridique, l'ordonnancement institutionnel est fondé sur la hiérarchisation des êtres. Voilà, c'est ça. Et les Noirs sont considérés comme, et traités, sont institués comme étant les êtres inférieurs. Absolument. Voilà, c'est ça. Voire, enfin, inférieurs, voire sous-hommes. Non. Alors non, Voilà. non, il faut qu'on comprenne une chose. Entre êtres humains, on parle de racisme, on parle d'ontologie. Donc, lorsqu'on dit inférieur, nécessairement, en fait, c'est une exclusion de l'humanité. Mais pas seulement. Voilà. Et il faut bien comprendre que lorsqu'on parle d'infériorité, on parle d'exclusion de l'humanité, mais pour les Noirs, mais aussi pour les dits supérieurs. Parce qu'on leur donne des natures autres que la nature humaine pour pouvoir justifier leur supériorité. Leurs privilèges, etc. Voilà. Et donc, par conséquent, nous sommes là, lorsqu'on parle en fait de cette violence systémique, institutionnel donc, on parle en fait d'ordonnancement juridique institutionnel en fait, où l'identité humaine est exclue, remplacée par une hiérarchisation des êtres avec des êtres supérieurs et des êtres inférieurs. La réintégration de l'identité humaine implique en fait que justement c'est la disparition de cet ordonnancement fondé sur la hiérarchisation des êtres et par conséquent c'est l'avènement en fait de l'aspiration qui est inscrite dans cette résolution, qui est nommée la justice. La justice et le développement. C'est ça, en fait. Et donc, voilà les conditions, en fait, voilà ce qui est posé. Dans l'intitulé, c'est ça. Voilà. Justice et développement. Absolument. Voilà. Parce que il ne peut pas, les dits êtres inférieurs ne peuvent pas, en fait, je dirais, jouir de la justice, et cet ordre fondé sur la hiérarchisation des êtres ne peut pas produire de la justice, tout le temps où, en effet, il ne sera aboli, remplacé par un ordre, en fait, fondé sur Moon, sur l'être humain, reconnu à tous, et donc, voilà, et qui permettrait, c'est la condition nécessaire et suffisante pour permettre aux gens, aux êtres humains d'emblée, de se développer, de s'épanouir. Donc à tous les niveaux, y compris sur le plan économique, parce que le développement renvoie à l'épanouissement psychologique, à l'épanouissement à tous les niveaux sociaux. L'échec social est dû à ça. Absolument. Mais il y a là, dans les trois termes utilisés, il y a considération, puisque au fond, pour tous les gens qui stigmatisent plutôt leur propre population en disant ouais, nek van
nègre, etc. Vous voyez qu'on n'est pas dans ce genre de paradigme-là, parce que nous, on nous a appris, en tant que bons créolisés, à considérer que, voilà, les gens qui ont profité de l'esclavage ne sont pas responsables de cet esclavage. C'est parce que des nègres ont vendu des nègres, parce que, voilà, ça leur est tombé, leur est arrivé comme une lubie, que on est dans cette situation de défavoritisme. Alors, considération. Tout à fait. Ça signifie considération, respect. mais nécessairement. Mais la considération de quoi? De l'humanité. La considération de l'humanité. De l'humanité, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, et je dirais pas de la nôtre seulement, de l'humanité tout court, parce qu'en réalité, ces êtres-là désignés comme étant des supérieurs institutionnellement ont renié leur humanité pour épouser l'identité fictive d'être supérieur. Parce qu'ontologiquement, en tant qu'être humain, comme nous tous, en fait, il ne peut être ontologiquement ni supérieur ni inférieur. Donc on voit bien qu'en fait que c'est la négation en fait de l'humanité. Et je voudrais, pour illustrer ça, pour illustrer cette dimension systémique, et on disait tout à l'heure, là, comment se fait-il en fait qu'en Martinique, ça n'a pas pris plus d'ampleur. Alors, en Haïti, il y a eu beaucoup de choses. En Guadeloupe, beaucoup de choses. Tout à fait. En Martinique, non. Voilà. Alors, c'est vrai que en fait, cette résolution, avec les moyens qu'elle n'a pas implique, donné. Voilà, qu'elle n'a pas donné. Qu'elle n'a pas donné. Il faut dire les choses, oui. Tout à fait, exactement. Il convient en fait de l'analyser comme un outil institutionnel venant de l'ONU qui destiné en fait à être utilisé pour qu'advienne en fait une société fondée sur l'humanité, non point en fait sur cette hiérarchisation des êtres. Bon, ça c'est un outil, mais il faut comprendre en fait que si on prend l'exemple de la Martinique, nous n'avons pas déserté en fait cette finalité poursuivie. Lorsqu'on parle en fait on évoque la lutte en fait pour que justice soit rendue s'agissant en fait de l'empoisonnement au chlordécone. Nous sommes là en fait confrontés dans cette problématique là. Donc on est en train de dénoncer un ordre systémique fondé sur la hiérarchisation des êtres et qui autorise par conséquent, je dirais, notamment comme violence à l'égard en fait des 10 êtres inférieurs, les noirs, l'empoisonnement au chlordécone. Voilà, mais il n'y a pas que cette violence en fait. Cette violence, c'est une illustration en fait. Mais la violence policière à l'égard en fait, à l'encontre en fait des noirs d'une manière générale, on l'a vu avec ce qui s'est passé en France, pas seulement aux États-Unis ou en Martinique. Cette violence-là, elle est systémique. Ce ne sont pas des faits divers, ce ne sont pas des bavures. Il faut le comprendre. Donc alors, ça répond à cette. Ce qu'il faudrait dire à notre population, c'est que ce genre d'empoisonnement massif est advenu dans d'autres régions, y compris en Bretagne, et le gouvernement a dédommagé, a pris des mesures, etc. Et ce qui nous fait dire qu'il y a une raison raciste à la base de ce refus de reconnaître, d'entendre et de réparer, c'est bien parce que nous sommes les populations que nous sommes. Absolument. Oui, parce que en fait, il y a un lien. Oui, il y a un lien. Pourquoi? Notamment parce que notre exigence en fait de justice, à chaque fois qu'on exige de la justice, on secoue le système de la hiérarchisation des êtres. Autrement dit, le dit blanc, à moins qu'il ait conscience en fait que ils soient en fait désignés comme des êtres inférieurs et réagissent en fait contre ce système, ou simplement qu'il veuille en fait qu'il prend conscience en fait qu'il s'agit d'un ordre fondé sur la hiérarchisation des êtres et qu'il souhaite en fait combattre ça. Sinon, il peut se vautrer en fait dans sa supériorité. Voilà, c'est bon, c'est ce qui se passe en général. C'est ce qui se passe en général. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que le supérieur tient entre ses mains les ressorts institutionnels pour prendre les décisions, etc., etc. Bon. Voilà. Nous concernant, lorsqu'on demande justice, on ne peut qu'avoir l'expérience en fait de la dépossession en fait de la maîtrise en fait du système qui nous gère.
c'est cette expérience-là qu'on a. Voilà. Et donc l'absence de pouvoir. Et l'absence de pouvoir. Et donc le sentiment de néantisation en tant qu'être humain et d'impuissance. Institutionnelle. Puisque Voilà. physiquement, vous êtes là sur le terrain. Exactement. On se bat. Voilà. Mais Tout à fait. on sent qu'on est démuni, impuissant C'est face ça. à des institutions Voilà. qui sont tenues par les originaires de ce Tout à système. fait. Et donc, on comprend bien en fait que pour que ce système, en fait, la hiérarchisation des êtres demeure et perdure, il est nécessaire pour ceux qui en sont les garants qu'ils permettent aux dits supérieurs désignés dans ce système, leur permettent de toujours croire en fait qu'ils ont des privilèges. D'où en fait ceci, parce que s'ils n'ont aucun privilège en tant qu'être supérieur, ils pourront alors se révolter, se joindre en fait aux dix inférieurs. Et là, en l'occurrence, on l'a vu avec les gilets jaunes. Et là, en l'occurrence, l'expérience des gilets jaunes renvoie à cette prise de conscience en fait que eux aussi étaient chosifiés, voilà, etc. Et ils ont commencé à poser un regard sur ce qui se faisait en Afrique et dans les colonies. Tout à fait. Et le gouvernement a été d'une violence, à partir du moment où ils se sont mêlés de savoir comment était fabriqué le franc CFA en cœur de la France, notamment, et comment les populations noires étaient exploitées par leur pays, le gouvernement a été raché-coupé. Tout à fait. Un autre exemple en fait de cette prise de conscience en fait de certain nombre de blancs qui s'est activé, c'est s'agissant du Covid. On a vu en fait qu'ils ont compris qu'en fait que dans ce plan je dirais, de vaccination et autres, en fait, de chosification des êtres humains, ils y sont aussi. Et donc, dès lors, en fait, ils combattent le système. Mais les luttes, les luttes, en fait, des dominés se rencontrent à des moments donnés. Il faut bien qu'on comprenne que le système travaille à diviser les dominés. Et les dominants restent ou sont de plus en plus compacts pour garder le contrôle et le système des privilèges qu'ils ont institué en leur faveur. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est un système prédateur. Oui, donc c'est une prédation systémique et qui s'applique non seulement aux personnes blanches, si on pourrait dire, aux jaunes et puis aux noirs. Aux privilégiés, à toutes les parce que collectivement, les races entre guillemets. On va dire collectivement, il y a des groupes qui profitent mieux et puis, de ces privilèges. Il y en a d'autres. Donc il y a aussi dans cette prédation une hiérarchisation. C'est-à-dire que les noirs sont ceux qui sont au plus bas de cette qui vont subir le plus cette prédation. Ce qui peut donc dire que effectivement les gilets jaunes, on a bien vu que les gens et d'autant plus que c'est maintenant que les gens commencent à comprendre les mécanismes, parce que la France a, notamment la France, mais le système occidental a maintenu une espèce de chape sur le monde, une chape de mystification, de mensonges, qui a fait croire beaucoup de choses, la justice, la République, la démocratie, la fraternité, enfin, tout un tas de grands baratins qui a maintenu toutes les populations, tous les peuples, dans une espèce de croyance, on est dans la croyance d'une pratiquement d'une bonté, d'un pouvoir pratiquement divin, qui fait que que tout qu'on fait, si on est là, il faut rester à la place où on est. Et aujourd'hui, presque toutes les populations commencent à ouvrir les yeux, se décident de plus en plus. Confinées, comme par hasard. Quand elles ont commencé à comprendre. Exactement. Et quand on fait le bilan de cette année 2020, on se rend compte que justement, le Covid est arrivé comme une espèce de nouvelle chape. Alors avant, c'était la mystification, mais là, c'est la nouvelle chape qui fait que tout le monde va rester en paix, accepter ce qu'il a, parce que tout compte fait, la maladie va vous empêcher de bouger, de faire ce qu'il y a à faire, de réclamer, de revendiquer. Et puis dans l'espace domestique, des foyers, on assassine les enfants, exactement, les femmes, la violence, les gens se suicident, etc. Donc on comprend bien que la société est à nu. Le système est à nu. Donc, il ne lui reste que la violence. Que la violence, exactement. Alors maintenant, c'est une douce violence.
Le Covid, je voudrais qu'on parle de la créolité, et ça va aller dans la continuité de ce que vous disiez, parce que on a parlé donc de gens qui se sont institués en être supérieurs, on a parlé de la difficulté que notre pays, notre élite, la France, a parlé de résolutions qui ne les engagent pas, c'est vrai, plus que ça, voilà. Sauf à demander un effort aux groupes qui sont ceux qui profitent le plus de la manne économique, etc. Maintenant, tout à l'heure, Milka, tu disais que c'était au nom du fait qu'on ne voulait pas entendre parler d'africanité et de lien avec l'Afrique que on nous avait collé une étiquette de créole qui explique en fait l'identité dans laquelle nous sommes forcés de nous intégrer, d'adhérer, à laquelle nous sommes forcés d'adhérer, c'est une identité créole. Alors, je voulais que vous sachiez que, voilà, Milka, peut-être qu'il faut rappeler aux téléspectateurs ta fonction universitaire. Oui, effectivement, je suis maître de conférence à l'UA et je travaille sur les sociétés caribéennes et d'Amérique du Sud, parce que latino-américain, ça commence un petit peu, voilà. C'est-à-dire qu'il faut remanier beaucoup le vocabulaire aujourd'hui pour pouvoir. Donc, tu as travaillé. Donc, je travaille beaucoup sur les civilisations, donc, caribéennes, et donc, automatiquement, sur l'Afrique. La colonialité. Parce qu'on ne peut pas parler des civilisations caribéennes sans parler d'Afrique. Voilà. Et je travaille aussi sur la colonialité, c'est-à-dire, justement, cette chape qui fait que nous sommes dans un imaginaire colonial. Et la créolité, justement, c'est le pur produit de l'imaginaire colonial, c'est-à-dire de la vision du monde des colonisateurs qu'on est obligé d'accepter, d'incorporer, bon vent. Contre vents et marées, parce que tout compte fait, et comme je disais, cet imaginaire qui fait que justement nous sommes perdus. Nous n'arrivons pas à nous exprimer en tant qu'être, si on peut dire libre, de penser, d'agir, et aussi on est toujours contraint de se plier à quelque chose qui ne nous convient pas. C'est ça. Donc c'est dans ce sens-là que je travaille, et qui fait que donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Dominique Monotuka et toi-même pour pouvoir justement apporter notre petite pierre à l'édifice pour pouvoir. En tout cas, il faut clarifier, travailler, clarifier. Mais le résultat logique de cette sorte de contrainte, d'identité contrainte qu'on nous impose, explique ce qu'on appelle, soi-disant, le complexe d'infériorité du noir, ou l'aliénation, etc. Voilà. Son aliénation. Donc, ce sont des productions logiques, des comportements des dominants qui obligent les Africains, afrodescendants à habiter une identité qui ne leur va pas. Donc, ils sont dans l'impossibilité de développer en eux une zone de confort qui ferait qu'ils seraient les êtres flamboyants, d'ailleurs qu'on ne veut pas qu'ils soient. Donc, n'allez pas vous mettre en tête que vous êtes définitivement complexé. Il suffira que vous sortiez de ce carcan pour retrouver votre liberté d'habiter une identité. Ce que font d'ailleurs de plus en plus de nos jeunes. Et donc, Maître Monotuka a aussi commis plusieurs ouvrages sur ça, sur la question de la créolité. Est-ce que on peut voir, Manuela, est-ce qu'on peut voir les titres commis par Maître Monotuka? Comme ça, voilà. Adieu le Code Noir. Donc, ce sont des petits ouvrages que vous pourrez vous procurer auprès aux éditions Moins. Et là, c'est Moon, Fini la nivose créole. Ensuite, Ne m'appelez pas créole. Et ce livre-là, c'est un ouvrage collectif. Donc, nous, tous les trois, nous avons commis des articles sur la question de la créolité, de l'aliénation, puisque là, il s'agissait de nous forcer à être résilients en ne refusant que nous soyons rattachés à des racines, en refusant que nous remettions en cause les analyses qui sont faites sur l'esclavage, qui sont révisionnistes et qui empêchent justement
justement que nous accédions à une demande de réparation. Donc, nous avons critiqué ces phénomènes-là. Donc, vous avez vu, il y a des ouvrages, en tout cas pour comprendre ce que Maître Monotuka, dans quelle direction il travaille sur la question de la créolité. Dans Résilience aux manipulations, vous allez trouver le texte aussi de Madame Valentin sur la question de la créolité. Moi, j'ai travaillé sur un aspect plus sociologique de cette problématique. Alors, donc, Dominique, voilà, tu as travaillé sur tous ces aspects-là et commis des ouvrages. Et en fait, il s'agissait de remettre en cause cette sorte d'infériorité, d'infrahumanité qu'on nous a construite, de travailler sur la question de l'affranchi, le statut d'affranchi que nous étions, et puis de continuer à creuser pour expliquer aux gens que ce que nous vivons est dans la logique du statut, en fait, de créole qu'on nous force à adopter. Tout à fait, oui. Donc, c'est l'expression de ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire cette violence systémique, cette hiérarchisation des êtres. En effet, et là, nous prenons notre cas en Martinique, nous qui vivons dans le cadre français en Martinique, et nous pouvons alors étudier notre cas, l'ordonnancement juridique en fait spécial en fait qui nous est réservé, et nous pouvons de manière scientifique analyser cet ordonnancement et revenir avec des preuves tangibles et incontestables s'agissant de la nature de cet ordonnancement. Et en l'occurrence, précisément, j'ai fait des travaux à ce sujet et qui démontrent que, en effet, que nous sommes dans un ordonnancement juridique fondé sur la hiérarchisation des êtres. Et d'ailleurs, qui démontre, j'ai démontré en fait que aujourd'hui, le statut qui nous gère, c'est le statut de l'affranchi, l'affranchissement du code noir en droit, voilà, et qui prend l'appellation dans un discours en fait commun d'assimilation juridique, voilà. Et donc d'ailleurs à ce sujet, j'ai été le conseil en fait, l'avocat d'une des parties civiles dans l'affaire des deux personnes en fait, des deux au diamant. Vous vous rappelez au diamant, il y avait une blanche et un blanc. Oui, c'est des Français voilà, qui avaient voulu, voilà, et qui en fait proféraient des propos racistes. Exactement. Oui. Et en l'occurrence, à cette occasion, donc j'étais partie civile, je représentais la partie civile, et à cette occasion, j'ai pu, rappelez-vous, cette femme, notamment, avait tenu des propos qui faisaient l'apologie de la mise en esclavage en fait de nos ancêtres. Qui traitait les gens de singes. Voilà, tout ça, faisait l'apologie de cette mise en esclavage, faisait l'apologie de notre État comme étant des êtres assistés, inférieurs, dominés par les Blancs, en disant en fait qu'on devait en être heureux, parce que sinon on serait comme des singes en fait, nous sommes des singes et qu'en fait on serait dans voilà. Et donc dans ces propos, on retrouve exactement ce que j'ai démontré en citant les archives, ce que disaient dès le commencement du système esclavagiste des Blancs, les Blancs, c'est-à-dire en fait ils faisaient l'apologie de cette mise en esclavage et ils disaient qu'on devait être heureux et fiers. Et c'est ça la colonisation. Voilà. C'est ça. La colonisation, c'est précisément cet ordonnancement institutionnel, puisqu'il a fallu insérer nos ancêtres en fait dans ce système de la hiérarchisation des êtres, où ils devraient en fait apprendre à accepter leur socialisation comme être inférieur, etc. Donc voilà. Et donc le processus de colonisation est entamé. Ce qui a marché, ce qui marche. Ah oui, qui marche. Ah oui, beaucoup des nôtres. Et donc, rappelant en fait créoliser, c'est adopter les goûts et l'habitude du colon. Donc autrement dit, c'est adopter ces valeurs en fait de la hiérarchisation des êtres. Et dans le cadre en fait du processus de colonisation, je le rappelle en fait que ils se sont pas contentés les colons
d'en avoir juste la vision, ils l'ont institué. Absolument. Voilà, donc ça a été traduit en ordonnancement juridique et nous sommes encore dans cet ordonnancement juridique. Et donc, je disais que à cette occasion, j'ai pu, parce qu'il fallait poser la question, à savoir, mais d'où elle tient ce discours? Voilà. Et j'ai pu démontrer en fait qu'elle tient ce discours précisément d'un système qui se perpétue. Voilà, qui se Oui, bien sûr, mais c'est une culture instituée. Parce que lorsque la culture n'est pas instituée, elle se dissout, etc. Là, il y a une institution qui l'accompagne. Ah oui, absolument. Et là, en l'occurrence, tous les gens socialisés dans la culture française partagent ce genre de vision. Voilà. Mais chacun à sa place. Non, mais cette vision n'émerge pas à tout moment. Voilà. À l'occasion de conflits, on voit surgir. Oui. Et on sait le fond de la pensée, qui est justement tout à fait. cette domination mais systémique. si c'était en fait le fond, juste le fond de la pensée, lorsque nous les Noirs, on serait arrivés en fait devant, je dirais, les instances qui représentent et organisent ce système, on aurait obtenu justice. Tout de suite, voilà. Non, mais donc, bien ce que je veux dire par là, c'est que, et je reviens là-dessus, ça a été institué. Voilà. Donc, voilà. Et donc, j'ai rappelé ça, et, premièrement, et puis, j'ai fait la démonstration aussi que, eh bien, lorsqu'elle dit, en fait, dans ses propos, elle laisse entendre, en fait, que nous sommes encore dans cet ordre de domination. Oui. Et que nous devrions en fait nous en réjouir. J'ai fait la démonstration qu'elle dit vrai lorsqu'elle dit que nous sommes dans cette domination-là. Absolument. À savoir, j'ai fait la démonstration que, juridiquement parlant, que c'est le statut d'affranchi qui nous gère et que nous sommes dans le code noir toujours. Alors, pour rappeler aux gens le statut d'affranchi, il faut bien comprendre le statut d'affranchi. Le statut d'affranchi, c'est le deuxième point du code noir, c'est-à-dire qu'on est esclave, on est affranchi. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on est un noir sur la plantation dans l'espace américain, on achète sa liberté. On est esclave, on peut acheter sa liberté, ou le maître peut vous le donner la liberté, mais cette liberté s'appelle l'affranchissement. C'est-à-dire que l'affranchissement ne vous rend pas totalement libre et ne vous donne pas un statut d'homme plein. Cela veut dire que vous pouvez très bien être affranchi et redevenir esclave, par exemple. Oui, alors justement, on a vu le cas. Sur le plan du droit, il faut faire très attention sur le plan du droit et même en fait sur le plan en fait conceptuel. Oui. Le statut, en effet, le code noir prévoit pour d'emblée, il faut se rappeler que le code noir prévoit que des identités fictives. Oui. Le maître est une nature qui n'existe pas. Hein? Par contre, le législateur vient dire tu es maître. L'esclave, on n'est pas des esclaves par nature. Voilà. Le législateur décide en fait de donner cette identité fictive. Voilà. On n'est pas meuble et pourtant on va être désigné comme étant meuble pouvant être vendu, etc. Hein? Nos ancêtres. On n'est pas affranchi et pourtant on va avoir le statut d'affranchi et voilà. Et c'est le code noir en fait qui sont des constructions. Qui sont des constructions mentales en fait, dont aucune n'a la nature humaine. Donc autrement dit, il ne s'agit pas en fait d'une sous le plan du droit, la nature humaine est quelque chose en fait de précis. Soit on vous l'avez, ou soit on vous la dénie. D'accord? On n'est pas. Quand on est dans un système inégalitaire de domination. Parce que dans l'absolu, non. Il y a des gens qui s'accaparent vos vies et qui décident. Exactement, mais c'est de ça dont on parle. Donc ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est pas une partie de l'humanité qu'on a donnée, ou une partie de la liberté humaine qu'on a donnée à l'affranchi. On lui a dénié radicalement, en fait, la liberté humaine. On lui a dénié radicalement la nature humaine. Et donc, voilà. Et en 1848... Donc nous sommes affranchis. Voilà, en 1848, ce qui va se passer... Voilà. Que nous ne sommes pas des êtres humains. Donc, la démonstration a été faite devant le tribunal à ce sujet, de manière claire, nette, sans ambiguïté. Et à l'issue, après cette démonstration, à l'issue, j'ai expliqué, bien entendu, clairement que, et c'est logique, que
cette femme et cet homme qui font l'apologie de ce système, de cette situation dans laquelle nous sommes, doit être sanctionné. C'est cohérent. Mais cependant, son conditionnement est un effet de la cause qui est l'ordonnancement juridique qui perpétue et maintient en fait cette socialisation. Et c'est son expérience, parce que lorsqu'elle rentre, elle rentre dans cette société. Son expérience qui est sensible institutionnellement, c'est de constater, de vivre en fait notre infériorité en tant que noir et sa supériorité. Donc, ce que je veux dire, ce que j'ai dit donc par conséquent, c'est que il convient bien entendu en fait de lui dire que elle ne peut pas faire l'apologie de la négation de l'humanité. Cependant, si on veut en fait que cela ne se reproduise pas, il faut condamner aussi le système. Parce que c'est là. Et donc j'ai demandé en fait, à l'issue de ma plaidoirie, de condamner bien entendu cette dame, les faits, mais de condamner la cause. Exactement. Voilà, c'est une cohérence. Cette cohérence, bien entendu, le juge ne peut pas. Et c'est là où on voit la dimension institutionnelle et la perpétuation en fait de la domination. La difficulté de remettre en question leur propre système. Mais nous avons choisi d'assumer cette cohérence, d'assumer en fait les conditions nécessaires en fait à la justice, à l'avènement de la justice. Et donc c'est le sens en fait de notre engagement lorsque suite aux exigences en fait posées par tous ceux qui sont conscients de cet ordre raciste et qui ont pu aboutir à cette résolution de l'ONU, parce que c'est pas sans peine que l'ONU a pu rendre en fait cette résolution. Eh bien, c'est sur la pression à Durban, sur la pression des chefs d'État du monde entier. Mais bien sûr, et on connaît la position d'Israël notamment, etc. Donc on sait ce que ça signifie. Tous les intellectuels noirs, afrodescendants, américains qui ont demandé. Exactement. Et c'est pas sans effort. Et bien entendu, comme tu le disais, on a pu constater qu'en fait que les moyens n'ont pas été donnés, alors que c'est pas ce que l'on demande. Cependant, nous sommes en fait là, dans l'illustration. Ce que je veux dire à notre sujet, c'est l'illustration de ce que reconnaît et dénonce en fait l'ONU à travers sa résolution, eu égard à tous les rapports en fait scientifiques qui en fait fondent, qui ont fondé et qui continuent à fonder en fait cette résolution. Donc, pour dire que, en effet, s'agissant du processus de créolisation, le créolisé, c'est celui qui a adopté les goûts et habitudes du colon. Et le goût et habitudes du colon, c'est la hiérarchisation des êtres, c'est ce système-là. Nous y sommes. Mais ce qui est important aujourd'hui, et c'est ce que nous faisons notamment, vous l'avez rappelé, toutes les deux, à travers nos travaux, c'est permettre en fait à tous ceux qui sont de bonne foi et qui sont sincères et qui en fait ne consentent pas, s'agissant des Noirs, à se complaire en fait dans cette infériorisation et à vouloir en fait profiter des miettes malgré tout, et des dits blancs et blanches qui sont sincères et qui aussi sont contre en fait ce système de hiérarchisation des êtres et qui en fait souhaitent pouvoir avoir les outils, les connaissances, les clés, la compréhension nécessaire pour en fait faire disparaître en fait ce système. Eh bien, nos travaux sont dédiés à ça et nous avons aujourd'hui fourni suffisamment d'éléments sur le plan théorique et sur le plan expérimental qui permettent aux gens en fait de prendre position et d'être informés clairement. C'est pour cette raison que je terminerai là. Lorsque tu disais, Juliette, tout à l'heure, qu'il nécessitait en fait pour nous de réfléchir sur la façon dont notre société se régule. Parce que c'est ça. Elle est régulée comment? Elle est régulée telle que nous l'avons compris. Et donc, en l'occurrence, à partir de là, quelle doit être notre position? Nous avons amené la preuve en fait de cette régularisation, de cette régulation basée sur la hiérarchisation des êtres. Eh bien, nous sommes confrontés à qui? Voilà, c'est ça. Nous sommes confrontés à des gens qui font preuve notamment de malhonnêteté intellectuelle,
Mais ces gens-là ne peuvent pas résister lorsqu'on est en face d'eux avec, de manière, dans un cadre scientifique. Leur discours, on l'a vu avec les défenseurs de la créolité, ils n'ont pu que constater en fait qu'ils ne pourraient pas et ils ne peuvent plus rester dans l'espace scientifique, qu'ils aillent dans l'espace idéologique, qu'ils aillent qu'ils veulent en fait raconter ce qu'ils veulent, faire des romans et tout ça. Mais il n'est pas question en fait qu'ils viennent et qu'ils prétendent en fait, je dirais, transmettre la connaissance à nous et à nos enfants. Donc nous occupons aujourd'hui, il faut le dire, c'est nous qui occupons l'espace scientifique, du discours scientifique au sujet de ce que signifie en fait l'identité créole, de la démystification. Nous l'avons fait, les preuves sont là. Et des historiens et des historiennes en fait se sont alignés sur nos travaux. Donc les choses sont claires là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Et par conséquent, nous sommes confrontés à des gens en fait qui en réalité n'ont pas ce pouvoir de convaincre véritablement, qui font un mélange en fait à travers leur attitude, un mélange en fait de malhonnêteté intellectuelle ou sinon d'ignorance. Et donc nous devons comprendre en fait que lorsque par exemple cet élu dont tu nous parlais tout à l'heure, et tu disais en fait qui a dit ouais, il faut pas parler par rapport à la résolution parce que ça va créer la division, etc. En réalité, la paix sociale et management. Oui, mais justement, c'est ça. Et c'est là en fait que nous devons comprendre en fait la complicité. La complicité, je dirais, d'un certain nombre avec l'ordre établi. Absolument. Et parce que ce que nous demandons justement l'abolition de cette perception racialisée du monde. Nous demandons en fait que l'être humain soit institué et soit respecté. Nous disons en fait que notre humanité n'est pas négociable. Et nous ne parlons pas des autres, mais de nous. Alors si on a tellement de mal à travailler sur soi-même. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on demande ? On demande la justice. Voilà, mais justement, Dominique. Bon. Alors, à côté, donc vous voyez la logique dans ce que nous avons commencé à vous expliquer, l'institutionnalisation des Noirs en tant qu'être inférieur, qui passent du statut d'esclavager à celui d'affranchi, c'est-à-dire de sous-homme de toute façon, et puis dans ce cadre sociétal dans lequel ce genre d'idéologie fleurit, vous avez le statut de métis qui vous colle à la peau. L'une des raisons de votre refus de votre africanité, c'est que vous êtes des métis, et puis vous avez ce qu'on a appelé le revival du mouvement amérindien, enfin de l'existence d'Amérindiens. Donc tout le monde a redécouvert un ancêtre, un parent amérindien, pour refuser, toujours repousser le plus loin de soi l'idée que l'Afrique est en soi. Ça fait de vous des métis. Et beaucoup de gens qui parlent de créole sont... Alors, il y a des confusions, parce que j'entends des gens parler créole comme s'il s'agissait d'Africains. Non. Quand vous parlez de créole, vous ne parlez pas d'Africain. Vous parlez de tout ce que vous allez trouver dans les ouvrages de Maître Monotuka, de Madame Valentin, et d'une certaine façon de choses sur lesquelles je réfléchis aussi. Mais l'identité de métis qui pollue, qui est un mot toxique qui envahit notre univers et qui est une identité flottante. Enfin, c'est pas une identité, c'est un machin flottant. On ne sait pas à quoi ça tient. Je voulais d'abord vous dire qu'il y a une grosse littérature très critique contre la créolité. Oui. Faites votre travail de recherche, renseignez-vous, et vous verrez que ce ne sont pas trois Olibrius qui sont là en train de vous dire « Ouais, la créolité, c'est beau, c'est bien, c'est ci, c'est ça ». Non, la créolité, c'est une idéologie, c'est pas une théorie, c'est une idéologie qui vous convainc que vous êtes devenu quelque chose d'autre, que l'esclavage n'a plus rien à faire avec vous, et que vous êtes très mal placé pour revendiquer des réparations. C'est cela qu'il y a derrière cette stratégie, donc il faut faire attention. Mais j'ai trouvé un texte d'un monsieur qui s'appelle Pierre-André Taguieff, qui a beaucoup travaillé sur le racisme.
Pierre-André Taguieff, tapez sur Internet, vous allez trouver des tonnes d'ouvrages de lui et ils sont vraiment, vraiment très accessibles. Donc si vous voulez comprendre quelque chose au racisme et au métissage, à cette idéologie vraiment toxique, lisez ses textes. Mais j'ai trouvé un texte qui est très intéressant, qui s'appelle « Une nouvelle illusion théorique dans les sciences sociales, la globalisation comme hybridation ou métissage culturel ». Mais il ne parle pas seulement du métissage culturel, parce que vous savez que c'est comment on appelle ça? C'est une espèce de tarte, comment on appelle ça là? De tarte à la quoi? Il y a une expression pour vous dire que voilà, on en fait tout un plat, mais c'est justement parce que c'est du flou. Vous n'avez pas de racines quand vous êtes un métis, vous n'avez pas de pôle. Vous devez vous rattacher dans un monde où on continue à fonctionner à partir d'identités polaires. Vous devez vous rattacher au pôle, ou alors vous devenez comme les sociétés tellement racistes qui ont tué l'Africain en eux, qu'ils sont devenus des sociétés glauques et qui se disent aujourd'hui maghrébins ou Amérique du Sud ou je ne sais pas, des gens qui sont soi-disant blancs, enfin reconnus plus par le blanc parce qu'ils ont caché sur le tapis toutes leurs composantes africaines. Je ne vous apprends rien pour le Maghreb. Allez voir, il y a plus de 30, 40, 50% dans certaines régions du Maghreb où vous n'avez pas, où vous ne voyez pas de noirs et pourtant ils sont là. D'ailleurs, les Maghrébins sont des mulâtres. Les trois quarts, 99% des Maghrébins sont des mulâtres. Mais pas ils ne reconnaissent pas. En Amérique du Sud, vous avez le même problème. Les gens il y a plus de 350 millions de nègres dans cet espace d'Amérique et on ne les voit pas. On ne les voit pas. Donc, il y a bien un génocide, une tentation génocidaire. Je lisais il y a 2 jours un texte sur l'Argentine. L'Argentine a eu jusqu'à 30 à 40% de sa population qui était africaine. Absolument. Et aujourd'hui, la grande question c'est où est passée cette population? Où est-elle passée? On ne trouve plus de traces de ça. Donc cette tentation génocidaire, elle nous menace aussi, et vous le savez. Donc vous avez à prendre vos précautions quand on vous parle de métissage, qui est l'antre justement de la machine à détruire ce que vous êtes, parce qu'on nous a imposé des théories comme celle-là, pas dit qu'on c'est africain ou pas africain, non, mais on y peut-être sans Caraïbes, ou pas sans qui côté aller chercher, on y le sang de l'arrière grand-papa blanc, ou pas sans qui côté vini, et toute la violence par laquelle ces phénomènes se sont institués n'est pas interrogée. C'est pour cela que l'idéologie de la créolité est dangereuse, parce qu'en fait, c'est une manipulation des esprits, des cerveaux, qui vous convainc que vous êtes advenu, vous êtes autre chose, et quand vous regardez l'Africain, vous ne vous sentez aucune familiarité avec lui, alors que vous vivez dans sa culture, vous vivez dans ses pratiques, vous vivez dans ses croyances, vous vivez dans sa manière d'être. Voyez, et c'est vrai dans le Maghreb, c'est vrai en Amérique du Sud, c'est vrai partout, c'est vrai chez les Blancs, où ils ont pris toute l'histoire depuis l'Égypte antique et même avant, de leurs mathématiques, leur médecine, tout ça, et ils vivent dedans en disant c'est nous cons, c'est nous cas, c'est nous qui. Et puis on est dans ça. Donc vous ne voulez pas de l'enveloppe, mais vous prenez tout ce qu'il y a dedans. Opportunistes, comme on nous apprend à l'être. Donc nous devenons tout d'un coup des gens qui sont une autre engeance, qui se donnent une forme de noblesse sur le dos des gens. Alors, je veux juste vous lire une petite phrase. Je trouve Pierre-André Taguieff vraiment de bon sens, parce qu'il dit, ah bon, le métis, c'est ça qu'il y a là. Et puis c'est quoi? Ça sort d'où? Et ceux qui ne sont pas métis. Hier encore, je disais à une jeune femme noire, que quand vous regardez, quand vous cherchez des informations sur la Martinique, sur la Guadeloupe, eh bien la population de la Guadeloupe est indiquée comme étant noire, et celle de la Martinique est indiquée comme étant métisse. On dit, mais qu'est-ce qui fait la différence? En Guadeloupe, il y a des communautés blanches depuis longtemps, ce qu'on appelle les Saintes et tout ça, et pourtant la population est reconnue comme étant noire. Martinique, il faut qu'on comprenne pourquoi. La population. Alors, du coup, l'idéal phénotypique, civilisationnel, machin chose, c'est le métis. Alors, Monsieur Taguieff,
nous dit, c'est à suggérer qu'une existence métissée, il met le mot entre guillemets, constitue la plus haute forme de l'existence humaine. Le métissage, entre guillemets, métaphoriquement généralisé, tend ainsi à devenir une méthode de salut. Le mot métissage, entre guillemets, lui-même prend une valeur magique. Il est invoqué comme une force agissante. Je trouve ça génial, cette manière qu'il a eu de nous dire, et moi qui suis blanc, je suis... Ouais, je voudrais et moi. Mais les Noirs qui sont dans la société martiniquaise, ils se mettent où quand vous décidez que tout le monde est métis. Donc ça, c'est un texte d'analyse critique de l'idée de métissage culturel, mais il interroge aussi l'idéologie qui est derrière, parce que ça n'est pas une théorie de la créolité, donc c'est une idéologie du métissage qui aurait donné naissance à une autre engeance, et surtout, parce qu'on a beaucoup parlé de créolité et de toutes dans sa façon de se décliner, de nous posséder dans des filets, dans des croyances, etc. Mais derrière toutes ces stratégies, il y a une problématique qui reste celle de la mainmise sur l'économie, sur les richesses collectivement produites, sur l'exploitation d'un peuple tout entier qu'on a transformé en meuble pour l'empêcher de revendiquer sa part du gâteau. Donc c'est cela qu'il faut que vous continuez à regarder au lieu de vous perdre dans des détails, dans des fanfreluches, dans des machins qui vous font croire. Parce qu'aujourd'hui d'ailleurs, suivez l'évolution du continent africain. Les Africains ont vu clair dans le jeu des Occidentaux, mais d'une manière magistrale. Et d'un coup, ça leur est tombé dessus. Parce que tous les mensonges dont tu parlais tout à l'heure, tout cela en quoi les gens ont cru, eh bien tout d'un coup, leurs yeux se sont dessillés et ils ont compris. Nous sommes dans cette démarche-là, mais il faut comprendre que tant que vous continuez à croire dans le baratin qu'on vous sert et qui est destiné à vous empêcher de voir clair dans l'exploitation dont vous êtes victime, demandez-vous ce que seraient ces gens qui vous disent, et n'ayez pas peur de vous le demander, ce que seraient les Blancs qui ont fait captif tout un peuple qui aurait pu travailler pour lui, comme les Chinois, comme les Indiens, comme tous les Japonais. Nous ne travaillons que pour les autres. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris qu'à un moment ou à un autre, il faudra que sur l'échiquier, pour devenir un homme, un être, un vrai qu'on respectera, qu'il faudra que nous instituions un système dans lequel on va reconnaître que nous faisons partie d'un peuple et que nous avons un projet économique, que nous existons en tant qu'êtres humains qui revendiquent leur place. Aujourd'hui, nous sommes les sujets de tout le monde, les esclaves de tout le monde. On nous appelle au Canada parce qu'on a des compétences. On nous appelle en Russie, en Biélorussie, en France, qui n'a plus besoin de nous parce qu'elle-même est saturée. Mais elle organise notre expédition dans le monde entier pour qu'on continue à irriguer le monde par notre génie, nous qui travaillons d'autres peuples, et nous, on n'a jamais... On peut pas travailler pour soi. On n'a jamais le réflexe de s'arrêter et de dire... Nous allons travailler pour nous. Nous allons essayer de reprendre la main sur notre génie. Absolument. Tout ce que nous produisons, que nous donnons au monde. Parce que je vous rappelle, l'élevage d'un enfant, c'est excessivement coûteux. Or, nous demandons à tous les Noirs du monde de faire des millions de sacrifices pour que les enfants soient formés, pour qu'ils aillent à l'école, pour que les parents restent, pardon de vous le dire de cette manière-là, les fesses à l'air, les fesses nues, pour pouvoir habiller leurs rejetons. Et quand ces rejetons-là sont formés, ont du savoir, ont des potentiels, eh bien vous avez des gens qui passent derrière et qui les ramassent à la pelle et qui les font travailler pour eux. Et eux-mêmes, qui n'ont pas été instruits dans l'idée qu'ils font partie d'un collectif, eh bien eux-mêmes ne disent pas, mais non, je veux donner à mon peuple ce qu'il m'a donné, parce que c'est mon peuple qui me nourrit, c'est mon peuple à la base qui me fait grandir et qui me donne la possibilité d'accéder au savoir que je vais vendre après contre lui d'ailleurs, contre mon peuple, sans parfois
aucun sentiment de Retour, reconnaissance, voilà. ni se sentir obligé à quoi que ce soit par rapport à ce peuple-là. Nous avons à interroger toutes les baboules dans lesquelles on nous a amenés là. Il faut à un moment donné s'arrêter et se demander, mais pour tout bon, qui s'est arrivé nous? Où est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment voulez-vous? Puisqu'on nous demande, l'ONU demande que les pays aient de la considération pour nous. Mais vous croyez qu'il suffira qu'on demande et qu'on en tienne? S'il n'y a pas des actes posés, s'il n'y a pas le fait que nous inspirons du respect aux autres, parce qu'on sait défendre son territoire, on sait défendre son génie, on sait défendre son essentielle humanité. Si nous ne sommes pas passés par ces étapes-là, personne ne nous respectera. Donc c'est pas la peine de crier en moi. Le racisme va continuer à s'abattre sur nous. Les gens vont continuer à penser, les Blancs qui en ont profité jusqu'à maintenant, que nous sommes une bande d'imbéciles et de non-avenus. Donc voilà, tout le travail que nous faisons, ce ne sont pas des choses en l'air. Il faut l'analyser de manière systémique. Dominique a bien montré que le racisme est systémique, mais forcément, tous les autres ont inventé des systèmes pour s'épanouir dans ce cadre culturel-là. Donc le racisme des Français que vous dénoncez à droite à gauche, c'est un racisme culturel, structurel. Il fait partie de leur éducation. Ils le croient. Sinon, comment expliquez-vous que vous auriez autant de Français qui viennent habiter dans les colonies, qui parlent de métropole, sans se sentir du tout complexés? Et nous qui relayons cette idée de métropole, comment parlez-vous de métropole s'il n'y a pas de colonie? Pourquoi nous sommes dans autant d'incohérences et de stupidité? Personne ne nous prend au sérieux. Parce que, d'une façon ou d'une autre, nous sommes désorganisés dans nos têtes, déconstruits. Et puis, nous sommes habitués, éduqués, travaillés pour respecter le blanc, l'aimer. Vous avez un enfant blanc dans l'école, tous nos petits noirs parlent comme lui et veulent le ressembler. Donc, nous sommes dans quelque chose qui est vraiment, qui nous fait honte. Et il faut qu'à un moment donné, on se réveille. Et je voulais donc qu'on parle de ces problématiques pour faire un bilan de fin d'année, parce que toutes les problématiques que nous avons eu à défendre, que Maître Monotuka a défendu ces derniers temps, ont été des problématiques comme celle-là. Nous ne sommes pas respectés, nous revendiquons le respect. Les gens sont racistes envers nous, mais d'une manière incroyable. Tout le corps juridictionnel est blanc et ne comprend rien à ce que lui demandons. Et au lieu de faire des procès à ceux qui nous font du tort, ils font des procès à ceux qui osent leur dire « on n'accepte pas que vous soyez aussi injuste en termes de jugement, etc. » Donc de délibération dans vos manières de faire, vous ne nous respectez pas. Donc voilà dans quoi nous sommes. Nous sommes tenus aujourd'hui de nous reprendre en main, de regarder ce que nous faisons. Et puis tous ces gens qui montent au créneau pour dire nèg van nèg et qui crient, qui défendent leur maître comme et puis qui disent aussi que c'est le béquet qui leur donne à manger et qui les nourrit. S'il n'existait pas, comment ils feraient pour exister? Et on se demande il devrait dire que ce sont nous qui nourrissons les béquets. Parce que quand on voit ces gens-là n'ont jamais travaillé. Du capital. Voilà, absolument. C'est travail gratuit. C'est nous qui travaillons et pourtant c'est eux qui gagnent. Il y a quelque chose de curieux. Oui, tout à fait. Il y a ceux parmi nous, en effet, puisque tout à l'heure, Juliette, tu disais, en fait, tu parlais de gens imbéciles parmi nous, hein, et donc ça signifie en fait enfin, des gens. J'entends bien, aliénés en fait, parce que ça renvoie. Voilà, justement, c'est pour signifier en fait voilà, des gens en fait créolisés, aliénés, et donc qui défendent les goûts et les habitudes du colon. Absolument. Voilà, et donc et nous sommes dans ce modèle. Tout à l'heure, je parlais en fait de l'exemple de la blanche et du blanc en fait de diamant, des deux Français mais du diamant, il y a aussi leur positionnement est position de blanc. C'est pas un positionnement de français au sens de la nationalité, c'est un positionnement de blanc. C'est un rapport ontologique là, d'accord, et qui a son pendant, sa cause en fait dans le système de l'ordonnancement juridique. Alors, et donc il y a ça, mais il y a aussi les Noirs qui acceptent, qui sont là et qui
Qui cautionne. Bien Mais sûr. la chose est subtile. Ah oui. Parce qu'il y a ceux, en fait, les Noirs, qui viennent et qui, clairement, prennent position pour le système de la hiérarchisation des êtres, qui ont peur du largage, qui ont ci, etc., métis, etc. Et puis il y a ceux qui prennent l'apparence de celui ou de celle, en fait, qui est contre le système. Ce qui en fait, qui serait prétendument d'un autre côté. Mais lorsqu'on analyse, en fait, leur discours, leur comportement, et on voit bien qu'en fait, en réalité, ce sont des opportunistes. Absolument. Et ça, ce sont les plus dangereux, les opportunistes. Parce qu'en réalité, ils cultivent l'ignorance, et ils sont, je dirais, ils sont visibles en réalité. Et tout leur comportement et leur discours renvoient, en fait, à cette ignorance, mais renvoient surtout, en fait, à cet opportunisme, à cette posture d'usurpateur, et qui, en fait, peut, pour les esprits faibles, être un danger. Je parle bien pour les esprits faibles, parce que pour nous, ils sont visibles. C'est par exemple, en fait, lorsque nous disons notre humanité n'est pas négociable. Comment peut-on être aussi ignorant pour ne pas comprendre c'est quoi être la négociabilité renvoie au relatif. La dignité humaine, c'est quoi? C'est une valeur absolue. Le droit occidental a dû, de par le combat justement des dits inférieurs, reconnaître en fait la dignité humaine, la dignité de la personne humaine, la dignité humaine, comme un droit absolu. Ça veut dire qu'en tout temps et en tout espace, on doit radicalement le respecter. Oui. Et donc, il y a des gens qui, en fait, des imposteurs, qui prétendent, en fait, ne pas comprendre ce que ça signifie, notre humanité n'est pas négociable. Et on voit bien, là, en fait, et à quelle fin? Donc, ce que je dis, c'est que, il y a l'ignorance, mais il y a surtout, en fait, je disais, les gens jouent sur plusieurs tableaux. Plusieurs tableaux, mais à des fins, en fait, infiliales. Voilà, garder des liens pour pouvoir, avec des ambitions égotiques, etc., et qui n'ont rien à faire, en fait, de ce dont on parle, de la justice du collectif. Donc, il faut être très conscient de ça. Et donc, ils sont beaucoup dans la représentation aussi. Ils sont dans la représentation. Ils sont là, on les voit, voilà. Et donc, voilà. Mais ils tirent profit des deux. Parce qu'en étant, oui, ils voudraient, mais comme, en fait, nous sommes là. Si vous les démasquez, bien sûr. Comme nous sommes là, ils ne peuvent pas passer. Absolument. Et nous devenons dès lors, en fait, leurs premiers ennemis. Parce qu'en réalité, ils voudraient, en fait, ils n'assument pas leur adhésion au modèle infilial. À la vérité. Au modèle, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons, en fait, il faut qu'on soit très clair là-dessus, nous avons en face de nous des Noirs, en fait, qui, je dirais, révèlent clairement et sans embâche, en fait, leur colonisation. Ils disent, en fait, voilà, à ce moment-là. Et ils sont assez souvent ceux-là, en fait, je dirais, de bonne foi, au sens où ils sont convaincus que... Ils sont socialisés dans ça, etc. Et puis, il y a ceux, en fait, qui ont compris, en fait, que il n'est pas digne, en fait, je dirais, d'être dans cet état, mais qui, en fait, ne font pas l'effort pour obtenir la connaissance et l'état d'esprit du décréolisé, mais qui, en fait, comme tu disais, voudraient jouer sur le deux tableaux et tromper pour, en fait, après, se retrouver, en fait, à des postes, par exemple, électifs, en fait, maire, ça qu'ils font, d'ailleurs. Voilà, etc. Nous en avons plein. Oui, et après, on se dit, mais les gens, en fait, qui n'ont pas les faibles d'esprit, qui n'ont pas suffisamment de clairvoyance, qui se laissent happer par l'émotionnel, qui se laissent séduire par une apparence qui pourtant est significative, mais malgré tout leur aveuglement les empêche en fait de saisir en fait l'évidence. Eh bien, après, ils sont surpris, se disent, mais attends, on leur a fait confiance, maintenant qu'ils sont là, ils sont fidèles au système, ils le font rien, alors que tout est déjà là. Exactement, tout est déjà là, ils nous disent déjà, en fait, les choses. Donc, c'est en ce sens où nous devons, en fait... Juste deux petits mots. Je crois aussi que les gens qui jouent ces deux tables, nous, on est dans quelque chose de foncièrement, qui interroge foncièrement l'humanité. D'abord, qui a donné à un groupe humain le droit de s'approprier notre existence? Voilà. Pour moi, c'est fondamental. De quel droit? Il y a des gens qui s'accaparent la vie d'un autre peuple et qui viennent lui donner un statut
et qui vient lui dire, toi tu es en bas de l'échelle, moi je suis en haut, de quel doigt? Moi je pense qu'il faut vraiment demander aux Noirs et au monde entier comment de ils peuvent réfléchir sur accepter ça, voilà. De quel doigt avez-vous fait main basse sur la vie de tout un peuple? Vous l'exploitez, vous lui extirpez ce qu'il a de meilleur pour vivre votre vie de grand seigneur, et ça n'est pas interrogé. Nous-mêmes là, nous qu'à considérer que oui, les blancs dominent, les nègres sont en bas, mais il y a derrière cette interrogation quelque chose de tellement horrible que voilà. Maintenant, nous sommes. Aussi Attends, revenir, oui, je te n'ai pas. Nous sommes dans quelque chose où nous interrogeons ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est-à-dire leur décision de nous mettre en bas et puis eux d'être en haut, etc. Mais cette ce fondamental questionnement sur notre humanité pour dire à ces gens qui se sont appropriés de la nôtre que nous ne sommes pas d'accord, elle n'est pas partagée par tout le monde. Voilà. Il y a des gens qui disent, bon, ça mange pas de pain, la dignité, la ci, la ça m'a besoin, c'est visibilité, du pouvoir, même si c'est un pouvoir totalement véreux, un pouvoir de sous-fifre. Mais ils sont contents de dire, je vais pouvoir percer, je n'égratine pas le système, en même temps, je fais croire à mes nègres que je les défends. Voilà. Donc, je joue sur plusieurs tableaux. Je fous une espèce d'incohésion, en cohérence dans la tête des miens sur laquelle je peux vivre. Parce que nos petits sous-fifres, c'est bien de cette calamiteuse incohérence qu'ils vivent. Et qu'ils arrivent à se faire élire et à occuper du pouvoir dans un système qui est absolument toxique et pourri. Donc, il y a affaire à distinguer ces choses-là. Dire aux gens qui considèrent que c'est un système, une loi naturelle dans laquelle nous vivons, non. Posez-vous la question, de quel doigt on s'est approprié vos vies? Posez-vous la question, pour que ceux aussi à qui on aura demandé des comptes et des réparations nous disent pourquoi ils ont dévié le cours de notre existence. Pour moi, ça reste capital. Alors, je voulais revenir sur la question de la justice. Oui. Parce qu'effectivement, bon, nous sommes dans une dynamique de revendication de la justice. Donc, mais cette justice, c'est une justice qui est fondamentale puisqu'elle repose sur la question de notre humanité. Tout à fait. Mais quand on va vers la justice, enfin, des institutions, par exemple, on va présenter un cas devant le juge, etc., et qu'on réclame justice. Il y a une espèce d'incohérence dans la mesure où comment tu peux demander à un prédateur qui fonde sa vie, son existence sur l'injustice, tu peux lui demander justice. Mm-hmm. Il y a quelque chose c'est incohérent. C'est incohérent. Absolument. Ce qui veut donc dire que c'est même pas elle ne peut pas te rendre justice. Elle n'est pas juste. Elle peut pas te rendre justice. Donc effectivement, ici il est question d'acculer les gens à reconsidérer leur paradigme. Absolument. C'est pas demander justice. Absolument. Parce que souvent les gens disent, je suis dans une démocratie, j'ai droit à la justice, etc. La République, etc. Et c'est une vaste blague. Mais non, parce que derrière leur concept. Exactement. C'est-à-dire que tant que nous vivons dans les concepts, dans le système, dans la vision du monde, du blanc, alors je dis blanc, je dis colonisateur blanc, on se fourvoie. C'est-à-dire que tant qu'on ne peut pas se mettre sur le même pied d'égalité, et encore, en fait, même cette question d'égalité, c'est une connerie, c'est pas possible. Mais tant qu'on va rester dans leur paradigme, dans leur vision, nous allons réclamer des choses auxquelles nous n'aurons jamais droit, auxquelles nous n'allons jamais accéder, puisqu'on sera toujours en train de demander l'égalité, demander la justice, alors que c'est quelque chose qui coule de source, c'est-à-dire que c'est quand on est un peuple institué, on n'a pas demandé, on n'a pas les demandé à notre peuple de te rendre justice. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi voilà, la justice. S'il vous plaît, donc il faut effectivement, c'est-à-dire que la plupart des jeunes ou des gens qui sont dans cette dynamique de se battre, de s'engager, c'est bien, mais il faut qu'ils comprennent que c'est pas, on ne demande pas aux gens de nous rendre justice dans leur système. Le système ne nous rendra jamais justice, c'est pas possible. Donc ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est une interrogation du système, c'est une interrogation de cette vision du monde
qui est une vision du monde prédatrice et qui ne va jamais cesser d'être prédatrice. C'est sur ça qu'ils ont construit leur propre existence. Leur civilisation. Voilà. Donc, en outre de demander donc de se battre pour qu'on puisse effectivement même dire ça, c'est que accéder à une entière humanité, à être vraiment des êtres humains pris en considération comme des êtres humains, il y a aussi à remettre en question ce système. Parce que si nous voulons un jour être indépendants et que nous voulons vivre dans ce système occidental, nous sommes pris dans le système de la prédation et nous pris dedans et nous reprenons parce que nous le voyons avec tous les pays qui sont indépendants, nous le voyons avec l'Amérique du Sud où ces pays sont indépendants, où ces pays se gèrent, mais ils se gèrent selon la vision du monde prédatrice du monde, c'est-à-dire avec toujours cette hiérarchisation et la même mise sur la vie, comme tu le disais, sur la vie des êtres qu'ils ont décidé d'asservir. Donc, la question n'est pas une question de justice. La question est une question de système. Même quand on dit justice de vision coloniale. Du monde, voilà. Même quand on dit justice coloniale, c'est ça. L'expression, voilà. c'est quoi? Donc, ça veut dire qu'il y a à remettre en question. Et cette remise en question doit être planétaire, pratiquement. Parce que même quand on n'est pas forcément dans une position comme celle que vivent les Noirs, il y a aussi dans le système vis-à-vis, comme je disais, des autres peuples, des autres dites races, il y a aussi domination, il y a exploitation. Ce qui veut donc dire qu'il y a aussi cette vision qui fait que c'est une vision de prédation. Le système est là pour écraser et des pratiques de prédation oui. Et c'est toujours une poignée de gens qui dominent ce monde de prédation. Les mêmes. Et c'est toujours les mêmes. Et qui sont ceux aussi, qui écrasent tous les peuples. Ce qui veut donc dire que la vision que nous devons remettre en question, c'est une vision de l'humanité, une vision globale qui doit revenir dans d'autres perspectives, d'autres horizons, d'autres considérations du monde, etc. Alors, sur ce sujet... Il faut commencer aussi à définir nos concepts à nous. Comme les petits... Enfin, j'ai reçu le mois dernier une jeune femme avec 4 collègues. Ils ont écrit un lexique où ils définissent justement les mots, voilà. des concepts. Les concepts, ils revisitent des choses qui sont admises dans nos sociétés et qui participent de notre aliénation fondamentale. Donc, définir les concepts, alors ça se termine bientôt. Oui, tout à fait. Pour dire, en fait, par rapport à ce que, Milka, tu disais, personnellement, en fait, j'ai eu à travailler sur la compréhension de ce modèle, en fait, créole. Oui. Et il me semble, en fait, que mes travaux permettent, en fait, d'en saisir la substance, d'en saisir, en fait, la construction, d'en saisir le fondement. Donc c'est une matrice particulière voilà. et que l'on peut appréhender intellectuellement, scientifiquement et que l'on peut maîtriser. Et cette maîtrise en fait relative, c'est celle en fait dont fait preuve, je dirais ceux qui en sont les garants de ce système, puisqu'ils arrivent à le perpétuer. Donc on voit bien qu'ils en ont une maîtrise. Donc par conséquent, ils l'appréhendent intellectuellement, ils l'appréhendent en fait scientifiquement. D'accord ? Donc ça c'est tout à fait possible. Et j'en ai fait l'analyse, il me semble en fait que elle est suffisamment claire et scientifiquement fondée et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà, c'est ça. Et puis ça, c'est la matrice, en fait, qui produit l'injustice, la hiérarchisation des êtres. Exactement. D'accord ? Et nous, notre aspiration, c'est non seulement sortir de cette matrice, mais c'est aussi aller vivre dans une matrice, en fait, d'une autre matrice. Qui est la nôtre. Exactement. Exactement. Absolument. Fondée, en fait, sur l'identité humaine. Voilà. Exactement. Et non pas des identités fictives, le monde de la communauté. Voilà. Métis, Absolument. machin. Exactement. Donc, voilà. Et ça aussi, personnellement, j'ai eu à faire des travaux là-dessus. Et il me semble que là aussi, nous avons les éléments nécessaires qui nous permettent de savoir comment
se construit une société fondée sur l'identité humaine. Et donc, la première fondée sur l'infilialité et la deuxième, donc la négation de la généalogie humaine, la négation par conséquent de la nature humaine, parce que Juliette ne peut pas être un être humain si elle ne relève pas de la généalogie humaine. Donc, autrement dit, c'est le lien filial en fait qui permet de constater et de manière incontestable en fait la nature humaine en fait de Juliette. De la même manière pour 3000 cas et pour moi-même. Et donc, il y a en fait ce fil conducteur qui est suffisant et nécessaire lorsqu'il s'agit en fait destituer l'être humain. Je le évite, mais voilà. Et puis l'autre, donc l'autre, la matrice en fait, la hiérarchisation des êtres qui est dans la négation de la généalogie humaine, en fait, de l'identité humaine, et puis l'autre fondée sur en fait la reconnaissance, l'institutionnalisation de cette identité-là. Et à partir de là, il y a évidemment une construction conceptuelle du droit. Oui, c'est ça qui va renvoie travailler, en fait une maîtrise en fait de la relation établie entre être humain et être humain. Votre vie, on va passer la main. Exactement. Donc, nous avons tous les éléments nécessaires en fait qui nous permettent en fait, voilà. Et donc, tu as raison. Et la notion de justice, ça prend tout son sens. C'est-à-dire en fait que, en effet, c'est la main chez les Africains. Voilà, c'est ça. Oui, ça a du sens. C'est un concept en fait qui a du sens, mais c'est un concept en fait qui aujourd'hui, voilà, c'est un concept qui rappelle un certain nombre de choses, mais en tous les cas, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la production intellectuelle, scientifique, qui nous permettent en fait véritablement de bien distinguer les deux paradigmes. Et s'agissant de la justice, c'est un concept clé, mais c'est un concept en fait qui prend sens dans la relation. Et lorsque c'est la relation qui est instituée, qui est rendue obligatoire, c'est la relation injuste, il est clair en fait que ça produit les effets dont tu parlais au départ. Alors, voilà, malheureusement, vous voyez, on avait encore, je pensais qu'on aurait eu le temps de parler des procès, de tout ce que, tous les derniers procès, celui de Kezia, le chlordécone, maintenant nous a parlé des deux Français qui ont proféré des propos racistes et qui sont allés aussi dans leur violence plus loin, parce qu'il s'agissait de fabriquer un cocktail Molotov. Voilà, les gens, d'ailleurs, nous parlons de ces petites violences, mais il y a des milliers de petites violences dans notre espace. Toute la journée, nous avons des Blancs qui nous disent « retourne en Afrique », qui nous traitent de macaques, de sale ceci, sale cela. Et je veux dire, ça n'est pas parce que les Martiniquais, à qui on a appris à se taire sur ces questions-là, n'en parlent pas, que dans les foyers, dans l'intimité, tout le monde n'échange pas à ce sujet-là. Et il y a des milliers de cas qu'on pourrait faire remonter. Il suffirait juste que nous ayons assez de courage social pour dire qu'il y a un problème et qui se profile de plus en plus, qui est déjà bien installé à la Martinique et puis en Guadeloupe, etc. Mais il faudra le traiter sociologiquement. C'est un problème sociologique. Il faudra le traiter. Si nous ne voulons pas être expulsés totalement de ce territoire, puisque nous sommes déjà non seulement dans des angoisses de Covid, de mortalité, de chlordécone, d'empoisonnement, mais il y a aussi le fait que le sol il est un peu labile sous nos pieds. Nous passons combien de temps, pays là, c'est à nous encore. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Je vous demande, puisque la lumière clignote, chers téléspectateurs, moi, je vois la lumière que vous ne voyez pas, et c'est elle qui me dit que c'est fini. C'est déjà fini. Mais on reviendra vous parler d'autres sujets, parce qu'il y a tous les procès. Il y a toujours matière. Et puis, vous voyez que la question de la créolité reste un problème central, parce que de ce problème découlent les injustices que nous vivons au niveau de l'application de la loi dans notre pays par un peuple qui s'est approprié nos vies et qui nous dit je vous permets je vous autorise à et qui se comporte mais totalement en maître absolu. C'est hallucinant.
Cher maman, il manque à changer ça, mon gars dit maintenant. Je crois que la folie n'est pas dans le camp qu'on croit qu'il est. Mais bon, voilà, il faut qu'on s'arrête. Milka, est-ce que tu veux saluer? Eh bien non, je veux saluer tous les téléspectateurs et puis remercier surtout que cette émission existe. Parce qu'effectivement, faut continuer à la faire je crois exister. qu'il faut la faire exister parce qu'on a besoin d'explications et c'est pas facile. Et d'une parole qui une s'exprime. parole, voilà, c'est ça, qui Parce qu'on est s'exprime. toujours dans Alors, les on remercie entonnages. beaucoup Zouk TV de nous donner la possibilité de faire cette émission et de dire, au moins, d'amener les gens sur les chemins de la vérité. Merci beaucoup. En tout cas, qu'ils entendent à notre son de à cloche. notre son de cloche. Tout à fait. Quand tu as les nez, tu n'entends Rien du tout. Voilà. C'est ça. Dominique? Oui, ce que je dirais alors, c'est ce qui ressort de tout ce que nous avons dit, c'est la nécessité en fait que nous prenions en charge collectivement la construction des conditions nécessaires à notre libération, Voilà. à notre évasion de ce système en fait de la hiérarchisation des êtres. C'est nous seuls en fait qui pouvons le faire. Et je répète, nous avons déjà des outils théoriques qui permettent déjà de distinguer bien les deux matrices et qui nous permettent en fait de rentrer comme nos ancêtres étaient auparavant en fait dans la maîtrise de notre propre paradigme, de rentrer à nouveau dans la maîtrise de notre propre paradigme voilà. et réintégrer notre propre paradigme et nous apprendre à nous socialiser dans notre propre paradigme et rentrer parce que la justice en fait doit se confronter à l'injustice, la justice doit soumettre l'injustice et donc rentrer en confrontation avec en fait le modèle infilial, le modèle en fait de la hiérarchisation des êtres et le dissoudre de manière définitive. Voilà. Alors, vous pourrez demander à la rédaction pour avoir accès aux ouvrages qu'on vous a montrés. Et pour nos amis du continent, de Haïti, de la Caraïbe, qui s'intéressent aussi à ces problématiques de la créolité, parce qu'elles sont... Ces sociétés-là sont impactées. Vous n'imaginez pas, elles sont impactées. Donc voilà, il y a déjà une base de réflexion produite. Renseignez-vous, cultivez-vous, soyez curieux de vous-même et surtout, pas que personne prend droit de et metzot. Personne n'a donné le droit à ceux qui se sont appropriés de nos existences, le droit de le faire. Alors c'est ça la question. Pourquoi est-ce que nous continuons à nous laisser faire? Je vous remercie d'avoir été là. On se verra pour la prochaine émission dans un mois, parce que c'est mensuel. Je vous souhaite de bien profiter de ce travail, cet échange que nous avons, et de pas oublier que vous avez une identité, il faut aller à sa rencontre et non pas laisser les gens vous baptiser de créole ou de métis. Le métis, ça mange pas de pain, on sait pas d'où ça vient, c'est au milieu de quoi? Le cul entre deux chaises, pardon. Et puis, on est dans une utilisation, instrumentalisation par le pouvoir de ces gens-là qui n'ont ni maman ni papa finalement, parce qu'ils savent pas quelle cause défendre. Donc, il faut d'abord penser à des causes à défendre au lieu des morceaux de peau, de chair à protéger. Imaginaire. D'un imaginaire totalement biologisé. Merci, chers amis. À bientôt.